Réalisateur Erwan Leduc, Maud Miller et Mohamed Louis. Ça va dans la salle? Vous n'êtes pas trop fatigué après ces 10 jours de festival? Je vais poser les premières questions, bien évidemment, le temps que vous puissiez revenir de ce très beau film, très singulier, original, charmant. Et je vais poser donc la première question au metteur en scène, à Erwan. Et je voudrais simplement savoir, c'est une question toute simple, mais en même temps peut-être compliquée. Comment est née La fille de son rêve? C'est né d'une chose très simple au départ, j'avais envie de raconter cette relation entre un parent et son enfant, et de la pousser un peu à l'extrême, de les isoler un maximum. Et après, c'est parti aussi d'un personnage que j'avais dans mon précédent film, Perdrix, où j'avais déjà, il y avait un personnage secondaire comme ça de père d'un homme qui vivait avec sa fille adolescente, et j'avais envie de pousser un peu ça plus loin. Et après, c'est des choses qui se mettent, qui s'imbriquent dans l'écriture, qui viennent, qui ne font pas forcément ensemble. Il y avait cette histoire de vagues, de Nazaré, il y avait cette histoire de football, de peinture, de plein de choses et de poésie, de jeunes poètes pas disparus. Et donc après, voilà, les choses s'imbriquent et il faut essayer de faire exister ça, de raconter cette histoire. Donc ça, le point de départ, c'est vraiment raconter cette relation très singulière entre un parent et son enfant, qui grandissent ensemble, qui s'élèvent, qui s'éduquent, qui s'imitent, et puis de prendre le moment de la séparation, d'aller raconter ça. À la limite, l'histoire, elle pourrait être racontée de 1000 façons différentes. Elle a peut-être été déjà racontée avant la relation entre un père et sa fille, mais ce qui est très étonnant, c'est que vous avez vraiment un univers, un ton, une couleur qui est très singulière et particulière. Vous nous embarquez dans votre univers, c'est un univers d'une grande liberté, et dès le début du film, vous nous embarquez dans votre monde grâce au rythme, la voix off, la musique qui est jouée à la harpe, qui semble débarquer d'un conte. Et je voulais savoir si pour vous, l'ouverture du film, avec ces différents éléments, c'était quelque chose de primordial, de capital, pour qu'on puisse rentrer dans votre film. Je trouve que le film, il a un côté film-cerveau. Oui. Je sais pas, c'est un film de cœur aussi. Bien sûr. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Oui. En tout cas, il y a un monde, il y a un regard sur le monde que j'essaie de partager et que je cherche moi-même. Je ne sais pas trop où je vais, je cherche, je propose. Mais ce qui est sûr, pour revenir à cette histoire d'ouverture du film, elle est assez singulière. Elle fait presque 8 minutes, plus de 8 minutes, avec beaucoup de musique, très peu de texte. Et on raconte 18 ans de la vie de ce personnage et de sa fille en ces quelques minutes. Donc il y a un geste comme ça qui est un élan que je souhaite donner au film et j'espère aux spectateurs et aux personnages. Et aussi, c'est un geste cinématographique, en fait, très simplement au départ. Moi, cette ouverture, elle était présente au scénario, je rêvais un peu de ça, d'un geste comme ça fort d'ouverture, presque du cinéma muet. Je ne savais pas trop si ça serait possible, en tout cas, on l'a fait, et c'est vraiment devenu concret au moment du montage, au moment où la musique de la compositrice Julia Way est arrivée, et là où on a pu travailler cette séquence-là dans le détail, et puis trouver son mouvement, ses accélérations, ses arrêts, enfin voilà. Mais c'est sûr que c'est primordial pour rentrer dans l'univers du film et puis pour se charger, pour que le spectateur soit comme les personnages, chargés aussi de toutes ces émotions et toutes ces années à peine esquissées, d'avoir vu cette petite fille grandir aussi. Voilà. Après, la difficulté presque au moment du montage, c'était comment on sort de ça. Les 8 minutes, elles embarquent, et il y a quelque chose, on est dedans, on est pris, j'espère. Et comment on sort de ça, comment on arrive à après redescendre, retrouver un récit plus linéaire, retrouver une parole, retrouver des personnages. Et au moment du montage, le travail il était vraiment à cet endroit-là,
c'était presque plus difficile d'en sortir que d'être dedans. Mais il ne fallait pas s'y laisser enfermer. Non, il ne fallait pas s'y laisser enfermer, puis il fallait reprendre le spectateur par la main pour dire qu'on va quand même vous raconter l'histoire autrement aussi maintenant, un peu différemment, et avec un autre rythme et une autre parole. C'est amusant que vous parliez de cinéma, presque de cinéma muet, parce que Nanuel Pérez-Vizcaya, j'ai l'impression qu'il a presque un physique, un visage qui me fait penser à Buster Keaton, parce qu'il a un visage un peu impassible, mais qui transmet plein d'émotions, et il me fait penser à un acteur qu'on a peut-être oublié aujourd'hui, qui s'appelle Gilbert Melki aussi, Claude Melki, pardon, Claude Melki. Et je trouve qu'il y a effectivement une parenté avec le cinéma muet et un certain type de physique en fait qu'on avait à une époque dans le cinéma français. Je pense à Charles Denner aussi. Ouais, c'est une super référence. Oui, c'est vrai que Nahuel, je ne pensais pas forcément à lui au moment de l'écriture, et c'était un personnage qui était peut-être un tout petit peu plus bavard justement sur le scénario, et à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec lui, il a pris en charge beaucoup de choses par le corps, beaucoup d'émotions sont passées par sa gestuelle, par son énergie, et puis par ses yeux, et par sa manière d'exprimer les choses en peu de mots. Et donc, au fur et à mesure du tournage, on a presque enlevé du texte pour le laisser exprimer les choses, lui, de manière plus simple, en fait. Et parce que la première ligne, moi, l'acteur auquel je pensais quand j'écrivais le personnage d'Étienne, c'était Nanni Moretti dans les années 80. Donc, vous voyez, il y a quand même c'était un personnage très bavard, au contraire très volubile et avec beaucoup de trucs très méditerranéens comme ça. Et Nahuel l'a amené ailleurs. Et c'était ça donnait un autre personnage. Et ça laissait presque aussi plus de place à la parole des autres. C'est-à-dire, parce que c'est un film qui alterne entre des moments très silencieux, assez poétiques, où l'image et le son se chargent d'exprimer les choses, et d'autres où c'est la parole qui prend le dessus et qui en parle beaucoup, notamment un jeune camarade ici présent, Aurélie, et Maud et Céleste, qui eux ont des bons passages de texte comme ça, qui vont exprimer les choses autrement. Maud, vous interprétez Hélène dans le film, avec de très belles scènes, notamment avec des scènes assez sensuelles, je trouve. J'ai trouvé vraiment très belles scènes. Et j'aimerais savoir ce qui vous a donné envie d'interpréter Hélène, d'accepter, et puis de vous laisser embarquer dans ce monde. Bon, d'accord, je vais vous dire. Non, déjà, de travailler avec Erwan, je suis immédiatement OK pour. J'avais fait des courts-métrages, en fait, on s'est rencontrés avec Erwan sur des courts-métrages, donc son écriture, je me souviens la première fois que j'ai découvert son écriture, ses dialogues, j'ai trouvé, alors j'appelle ça comme ça, je ne sais pas si vous allez comprendre, j'ai trouvé qu'il y avait une grande jouabilité. On dit ça parfois d'un jeu vidéo où c'est agréable de jouer, on passe dans les espaces, et là je me suis dit, tiens, dès la lecture, je me suis dit, qu'est-ce que ça doit être réjouissant de dire ces dialogues, et qui sont comme... qui frottent toujours avec l'autre personnage. C'est-à-dire qu'il y a toujours une rencontre, la promesse d'une rencontre à l'intérieur de ces dialogues, et il y a l'humour, c'est-à-dire qu'il nous oblige, ces dialogues nous obligent à aussi inventer, à engager quelque chose derrière. Donc, pour ça, d'emblée, avant même de lire, les yeux fermés, j'aurais pu, parce qu'il faut pas faire, j'aurais pu dire oui. Et le personnage d'Hélène, pour moi, il était important dans, je dirais, les différents rôles que j'ai pu faire. Effectivement, d'ailleurs, l'an dernier, j'étais ici avec le rôle d'une femme qui faisait un déni de grossesse et qui se retrouvait emprisonnée parce qu'elle avait fait un déni de grossesse total. Et volontiers, alors je sais pas, la physique qu'on a, on m'associe à des rôles, des choses, comment dire, sans connotation, mais avec des rôles qui sont un peu durs, où la personne elle est malmenée, où il y a une fragilité. Et là, avec Hélène, j'avais tout d'un coup, on m'offrait le rôle d'une femme qui a accédé à une certaine sérénité. Et de pouvoir jouer un personnage comme ça, qui va bien. Alors, elle a certainement passé par des nuages, ça on ne dit pas dans le film, mais c'est ça qu'on s'est imaginé. Mais en tout cas, au moment où on la trouve, elle va bien, et elle peut, à son tour, rendre de la tendresse.
Et ça, c'est très agréable à jouer. Et après, le plaisir de jouer avec ces interprètes, moi j'ai découvert Mohamed Bouguedi au plateau que je ne connaissais pas. J'aurais pu tourner des heures et des heures et des heures sans m'arrêter, tellement c'était joyeux de me voir au travail. J'avais plein de bonnes raisons. Donc Mohamed, c'est votre premier film, mais c'est impressionnant parce que vous dites aussi des textes qui sont très écrits et la façon dont la manière de les dire, que vous allez les dire, en fait on ne les sent pas du tout. On est embarqué, une sorte de courant. Et j'aimerais d'abord savoir, après je vous passerai la parole bien sûr, j'aimerais d'abord savoir comment vous êtes arrivé sur le film et puis ce qu'a représenté ce premier long-métrage pour vous. Eh bien, comment je suis arrivé sur le film? Par un casting, tout simplement, premièrement. Et pour ce langage particulier, eh bien, que ce soit pour Youssef ou pour les autres personnages, pour moi, c'est des partitions de musique qui sont tellement bien composées par cet auteur, réalisateur, qu'en fait, il faut juste suivre la musique. Et si on fait une fausse note, eh bien, on fait une fausse note et on refait la scène. Mais il faut juste s'introduire dedans et suivre le fil de la musique. Effectivement. Surfer sur les vagues, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est cette définition quand on donne Deleuze, on parle de vague dans le film, et avant il me disait ça, donc j'ai relu ces phrases de Deleuze, il parle de ça, il dit le surf, le surfeur, il passe dans le creux de la vague et il faut. Donc je pense que ça rejoint un peu ça. Oui, surfer sur la vague de la musique. Une première question dans la salle. N'hésitez pas. Une chanson. Nous sommes ensemble, entre nous, petit comité. La première question est toujours la plus difficile. Ou une impression. Parce que je pense que c'est important aussi pour une équipe de film qui s'est déplacée jusqu'à vous, de savoir ce que vous avez pensé. C'est important. Ne vous censurez pas. Ah voilà, bravo. Bonjour à tous. Pour tout vous dire, en fait, je suis arrivé ici, on s'est trompé de salle. Les accidents, c'est bien aussi. Voilà, ça arrive toujours très bien. On s'est trompé de salle et puis j'ai fini avec les larmes aux yeux. Quand la fille et la mère se regardent sur la plage, donc soit je suis très émotif, soit le film est très très bien. Je penserais plus pour la deuxième option. Et petite question, question toute simple pour un scénario, comment on choisit les prénoms Parce que on s'est identifié, ou peut-être des fois il y a des réalisateurs qui s'identifient avec leur personnage. Comment on choisit bêtement sa prénom en fait? On se dit, est-ce que Patrick ça ira? Puis non, finalement, Thierry c'est mieux. Je sais pas, c'est une petite question, mais. Non, c'est une bonne question. Vous vous appelez Étienne ou quoi? Non, David. Non, c'est une bonne question, effectivement, parce que c'est vrai que c'est vraiment une première étape très très importante, en fait, le choix du prénom puis du nom du personnage de fiction qu'on invente, parce que tant qu'il ne s'est pas fait, il n'existe pas vraiment. Enfin, et parfois, d'ailleurs, alors là, le prénom d'Étienne Gravier, parce que Gravier c'est son nom de famille, qu'on entend peu, mais qui pour moi, ça va ensemble, Étienne et Rosa Gravier, d'avoir ce nom comme ça assez commun, assez... ouais, c'est Gravier. Donc assez terrien. Je sais pas trop, j'ai pas de référence particulière, c'est venu un peu tout seul. Franchement, il n'y a pas de... non, je crois pas. Enfin, alors je sais que Rosa, parce que moi je m'étais raconté toute une histoire pour les deux parents, donc Étienne et Valérie. La mère s'appelle Valérie, on sait assez peu aussi, mais je m'étais raconté qu'ils étaient assez engagés politiquement dans leur jeunesse et que donc il y avait un truc avec Rosa Luxembourg et que voilà, ça venait de là. Donc pareil, ça c'est vraiment de l'histoire qui est en sous-texte vraiment de loin. Mais Étienne Gravier, je ne sais pas trop d'où c'est venu. Et assez vite, les choses sonnent pas correctement. Et d'ailleurs, j'avais lu quelque chose comme ça que Balzac, pour trouver les noms de ses personnages, il se faufilait dans les halls des immeubles et il regardait les boîtes aux lettres. Et il notait comme ça quand il trouvait qu'il y avait même des noms, des patronymes intéressants, et tac, il le notait et il le mettait dans un coin. Il choisissait comme ça.
Et donc moi, parfois je fais ça aussi, maintenant. Et après, j'ai une autre technique que je fais de moins en moins, mais je ne sais pas si je devrais le dire, mais j'ai souvent utilisé des noms de footballeurs pas trop connus. Youssef Orlaville, c'est un attaquant du Havre des années 90. Mais donc voilà, je retiens, c'est des noms de gens qui existent. Et il y avait beaucoup d'ailleurs dans mes courts-métrages de noms de joueurs de Excellence, Kaya Sikora qui est cité, parce que j'ai grandi par ici. Mais donc c'est un mélange, j'essaie de moins faire ça, mais c'est une bonne question d'où ça sort, d'où ça vient. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que parfois, il y a un projet que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, et je n'arrivais pas à trouver le nom du personnage. Et ben, j'ai mis ce projet de côté parce que je n'arrive pas à trouver le nom. Je n'arrive pas à trouver le prénom. Moi, je change 5-6 fois et c'est toujours pas ça. Et c'est assez. On ne sait pas trop. Ouais. Et un prénom permet de. Peut-être je l'appellerai David. Un prénom permet de faire naître un dialogue, de débloquer quelque chose qui peut coincer. Ou pas à ce point-là, quand même? Non, pas à ce point-là, quand même. Je ne dirais pas que ça joue sur les dialogues, mais ça joue vraiment sur l'incarnation et sur la croyance qu'on a dans l'existence de cette personne. Parce qu'elle a besoin d'un nom. Tant qu'elle n'a pas un nom, c'est très flou. Et d'ailleurs, l'agent immobilier s'appelle Alex, on le dit. On n'a pas forcément les noms et les prénoms dans le film. C'est pas comme dans une série où on va tout le temps, vous savez, dans les dialogues, justement, ils vont tout le temps dire toi, Alex, comment vas-tu? Pour que les gens identifient bien Donc c'est rajouter, les prénoms sont dits dans les dialogues parce qu'on dit toujours attends, il faut qu'on identifie, il faut qu'on sache qui est qui. Là, c'est pas trop le cas, je ne me suis pas vraiment soucié. Il y a peu de personnages, donc on n'a pas besoin de les nommer tant que ça, mais pour moi, c'est très important qu'il y ait chacun le nom et le prénom. Une question? Faut pas courir, c'est dangereux. Faut tomber dans les escaliers, oui, ça peut être dangereux. Puisque David a posé la première question, je me lance à mon tour. Moi, ce qui m'a frappé dans le film, c'est sa poésie, je pense que tout le monde l'a vu. Et en fait, vous traitez un sujet très commun et très compliqué, qui est la paternité. Et en même temps, vous le traitez de manière extrêmement artistique, avec un film qui ne parle quasiment que d'art, c'est-à-dire la présence des tableaux, présence de la musique, le piano à la fin. Même le football est artistique, sa pratique de l'entraînement de football est assez exceptionnelle. Même la mère a une verve assez terrible pour dire on va construire des forêts. Donc c'est le ton du film, moi, qui m'a frappé. C'est-à-dire que d'un côté, c'est assez réaliste, c'est dur ce qui lui arrive, et en même temps, vous êtes dans un ton qui est... Bon, on n'est pas aussi poétique que ça tous les jours. Donc, comment avez-vous élaboré cette tonalité particulière du film? Ça, c'est vraiment, moi, ce ton-là, c'est ce que je cherche dans le cinéma que j'essaie de faire et que j'essaie déjà dans mon court-métrage et dans Perdrix. Donc c'est vraiment cet endroit-là qui m'intéresse, d'être capable et vous avez raison, le sujet de fond est assez dramatique et assez dur et assez quotidien aussi, effectivement. C'est des choses universelles, je dirais. Et en même temps, en partant de là, justement, ça me donne encore plus de latitude, moi, pour essayer de lui donner une langue et une vision et un rapport au monde qui soit singulier. Et moi, mon travail, c'est ça, c'est de faire que la manière dont on raconte cette histoire soit singulière, soit particulière, et en même temps parle à tout le monde. Parce que voilà, c'est ça qui m'intéresse. Après, moi, je suis le premier spectateur du film, et donc j'ai besoin aussi, il y a une part d'émerveillement qui est importante. Et pourquoi j'écris aussi ces dialogues-là? Parce que d'abord j'aime le faire, mais aussi parce que j'ai envie de le donner à des comédiens et des comédiennes et de les entendre eux inventer quelque chose avec ça. Et donc ça c'est aussi mon plaisir à moi d'entendre un texte très écrit et de voir, grâce à leur talent, comment ça peut vivre, comment ça peut passer, si on peut dire comme une lettre à la poste, ce qui est jamais le cas, mais en tout cas de manière très simple, très naturelle, alors que c'est hyper écrit et que peut-être avec d'autres, ça rentre vraiment bien. Mais voilà, donc c'est sûr que l'endroit du ton, j'essaie qu'il y ait du style, mais que ce ne soit pas maniéré. Enfin, vous voyez, c'est un endroit, c'est une ligne comme ça que je cherche tout le temps, avec tous les gens qui fabriquent le film avec moi, et ça qui sont très très importants, et de faire chef d'orchestre pour garder ce truc de musique. Et de la même manière qu'un chef d'orchestre aura son style, j'essaie d'en trouver un pour faire ses films.
oui, enfin, moi, c'est la partie essentielle du travail. C'est là où je trouve que le cinéma a du sens aussi. Je crois que quelqu'un veut prendre la parole. Ça ne devrait pas être désobligeant avec les acteurs présents, mais est-ce que vous pouvez nous dire le mot de Céleste, que personnellement j'avais découvert en thérapie, qui m'avait impressionné. Oui, c'est pas désobligeant, vous voulez en parler peut-être? Tu veux dire un mot de Céleste? Mohamed, tu as joué avec elle, non? Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment c'était le travail? Est-ce qu'elle est sympa? Oui, c'est une merveilleuse actrice. Elle est très à l'écoute, elle aime le goût du risque et elle embrasse bien aussi. Avec les copains. Non, c'était formidable de travailler autant avec Céleste qu'avec Maud ici présent, avec Nawel. C'était vraiment une équipe très à l'écoute, bienveillante et avec le goût de l'invention, de la créativité sur le moment. Céleste, elle a cette chose merveilleuse, elle rend le film, elle le déplace dans le temps. Parfois, on ne sait plus si on sort des années 70. Elle a un phrasé qui nous permet tout d'un coup de voyager assez largement, une grande élégance. Et c'est quelqu'un qui est absolument curieuse. Donc, volontiers, elle est effectivement d'accord pour essayer, elle n'a pas peur de se tromper. Et elle offre beaucoup de choses. Il y a une générosité dans son jeu, dans son œil. Et moi, je crois beaucoup à cette génération de comédiens qui arrivent pour avoir travaillé avec d'autres générations. Je vois que là, ils sont en train d'inventer une nouvelle façon d'être au plateau, qui fait beaucoup de bien. C'est des gens qui sont très respectueux avec l'équipe qui les entoure. Ils travaillent, ils sont très au fait, ils connaissent leur texte, qui paraît être un détail, mais c'est pas toujours le cas. Ils sont tout prêts pour le travail et ils le font avec une grande tendresse. Et ça, chez des acteurs comme ça qui ont 20 ans, je trouve que c'est assez généralisé. C'est une très bonne nouvelle pour le cinéma. Donc voilà, moi je donne complètement les clés, si j'avais les clés de la baraque, c'est la grande famille du cinéma, vraiment j'offrirais à cette génération, qui me donne beaucoup d'espoir pour le cinéma. On veut nous poser une question, oui. Bonsoir à tous. Déjà, mes remerciements vont aux organisateurs de cet événement. Je trouve que c'est formidable de pouvoir échanger avec vous face à face. Ce qui est différent des cinémas classiques, on regarde des films, les acteurs, on les admire de loin. On n'a pas accès. Alors, ma question par rapport au film, je me suis un peu intrigué par rapport à la scène où le mari, on va dire, Étienne, c'est ça, tombe des escaliers. Ouais. Alors Rosa, elle l'a fait parce que, est-ce que c'est parce qu'elle avait peur, ou c'était par jalousie du fait que sa mère revienne dans la vie de son père, etc. Est-ce qu'elle a fait quoi Enfin, ce geste le baiser? Pas forcément le baiser, mais en fait sa réaction. Toute la tirade de la scène hein, comme ça qui fait qu'après il tombe dans l'escalier. Ouais. Là, c'est un moment où elle est sous choc déjà de la nouvelle, qui parle de sa mère, donc et ça remet en cause beaucoup de choses, puisqu'on peut aussi, justement, c'est ce qu'elle dit, on m'a toujours dit qu'on n'avait pas besoin d'elle, et tout d'un coup, là, tu me dis, il faut aller la voir, parce que tu as vu une image par hasard, donc elle est furieuse, en fait, tout simplement au départ. Et puis après, elle lui dit énormément de choses qu'elle lui a peut-être pas jamais dit, et qu'elle a peut-être pas formulées elle-même, et qui ressortent tout d'un coup, donc elle passe par plein d'émotions, et à la fin, ça se finit par quelque chose de transgressif, se baiser comme ça, et qui va trop loin, quoi, et qui provoque aussi la chute, et qui provoque une bascule dans leur relation. Donc c'est une scène qui est une scène un peu pivot, qui est justement pour les deux personnages, où il y a un moment où presque, pour la première fois, où ils ne se comprennent plus aussi, où elle parle, où ils n'arrivent pas à dialoguer, où ça ne passe pas.
Et d'ailleurs, après, quand elle veut aller le voir à l'hôpital, on lui dit non, mais il veut voir personne. C'est aussi un moment où lui, il veut plus être là. Et puis quand il revient de l'hôpital, elle n'est plus là. Donc vous voyez, c'est un moment où ça commence, les chemins commencent à se séparer. Et ça passe par ces paroles-là et par ce geste-là qui va trop loin. Ok, en tout cas, c'était un bon film et merci pour ça. Merci. Une question? Une question alors. J'ai envie de demander les prénoms de tout le monde. Allez-y. Bonjour. Tout d'abord, bravo pour la sexualité qu'il y a dans ce film, à chaque fois, voilà, tous. Et je me présente vraiment, je m'appelle Berta et je suis avec des camarades d'Erasmus, que nous habitons en Lille aussi comme Mohamed. Donc, j'ai ces questions. Et dans quelle ville de France avez-vous tourné le film? Parce que pour moi, c'est important. Et cela me donne l'impression que c'est une ville proche de la Méditerranée. Mais je sais pas. Non, c'est plus proche que d'autres villes, mais en tout cas, c'est pas spécialement proche. Oui, le Portugal à la fin, oui. Mais sinon, non, c'est tourné en région parisienne. Il y a plusieurs villes. Il y a une ville qui s'est fait Fontenay-sous-Bois, à Sceaux, et il y a aussi une partie du tournage qui s'est fait à Metz. On dit Metz ou Metz, comme vous voulez. Mais, en tout cas, voilà, c'est plus tourné en région parisienne. Après, c'est pas tout à fait identifiable comme endroit. Et peut-être l'impression que vous avez vient aussi de la couleur qu'il y a dans le film, qui est assez. C'est un tournage estival. On a tourné il faisait beau et chaud, et on a aussi travaillé sur des couleurs assez lumineuses dans le film. Et après, moi, ça m'intéressait aussi de confronter la grisaille de la banlieue parisienne avec justement quelque chose d'assez lumineux. Voilà. Dédicace. Bonjour. Alors le prénom c'est Sylvain, j'allais vous dire que jusqu'à il n'y a pas très longtemps ça pouvait être utilisé, mais là il y a un film qui vient de sortir. Il y a une option. Vous parliez des lieux, moi je voudrais poser une question sur le lieu qui est la maison. Parce qu'elle est en fait très particulière, avec beaucoup de formes géométriques, ça permet des jeux. Est-ce que vous aviez ça, ce type de maison à l'esprit? Comment vous l'avez trouvé? Comment vous l'avez utilisé dans le scénario? Le choix des décors, c'est toujours un moment qui pour moi est très très important et qui va amener beaucoup d'idées. Donc quand j'écris, j'ai pas forcément une description. Je peux avoir une description précise d'un décor, mais je sais que si un autre décor arrive qui n'a rien à voir, mais qui me donne des idées où je vois le film, où je vois des idées de mise en scène, de séquences où ça commence à prendre forme, et ben je change. C'est-à-dire je laisse tomber ce que j'ai écrit et je me dis tiens non, ça sera là. Et cette maison-là, je ne l'avais pas forcément en tête en écrivant, et c'est vraiment en faisant les repérages qu'on l'a trouvé, on a mis du temps à la trouver, parce que c'est quasiment un personnage du film, cette maison, et c'était le décor principal du tournage. Et on a hésité aussi avec une autre qui n'avait rien à voir, qui était vraiment dans une petite résidence plus moderne, enfin c'est plus années 90. Et donc vous voyez, ça aurait vraiment fait un film différent si on avait choisi cette autre maison. Et celle-là, il se trouve que quand on l'a visitée, elle était en vente, et puis le propriétaire nous a raconté que c'était sa maman qui était architecte, qui l'avait construite elle-même, il y avait toute une histoire comme ça dans l'endroit, qui lui donnait aussi sa singularité. Et puis tout d'un coup, il m'a dit elle faisait de la peinture aussi, il nous a montré plein de peintures, et puis on les met, on a fait bon, c'est dans une pièce, on les a prises, mais on les a mises dans une pièce, on les a pas utilisées, mais c'était pas tout à fait le film. Mais en tout cas, il y avait d'un coup des liens qui se faisaient, et puis après, moi c'est vrai que quand je la découvre, tout de suite je vois, il y a ce passe-plat comme ça, sur cet espace entre la cuisine et. Donc tout de suite, il me dit tiens, on peut faire cette petite blague là où il tire et il traverse. Tout ça sont des choses qui ne sont pas prévues au scénario, qui s'inventent grâce au décor, qui sont des idées de petits gags ou de choses vivantes grâce au décor. Et donc là, voilà, ça se fait en visitant, mais c'est un moment hyper important. Les décors sont hyper importants et je sais qu'il y a plein d'idées de mise en scène qui se font à ce moment-là, au moment du choix. De la même manière avec le lycée dans lequel on a tourné, avec cette clé géante qui, on m'a dit, c'est la plus grande clé du monde. Très bien.
mais voilà, qui donne, qui inscrit le film quelque part et qui donne des idées. Ouais. Pour parler de forme, de géométrie, enfin de déplacement, je m'adresse à Maud. Quand on regarde le film, on a l'impression, c'était déjà le cas dans Perdrix, mais peut-être un peu plus dans celui-là encore, c'est un compliment, c'est qu'on a l'impression que le film s'invente au fur et à mesure qu'on le regarde. C'est une drôle de sensation, et il y a autre chose, c'est que le film est fait de croisements, de déplacements, et il y a presque un côté danse, chorégraphie, et du coup on a presque aussi l'impression, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, c'est mon avis de spectateur, de voir une comédie musicale. Comment il fonctionne, Erwan, sur un tournage? Comment ça se passe? Comment il donne cette impression-là, cette impulsion Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il a le goût de ça au moment de composer son casting. Je pense qu'il a une attention à la musicalité de chacun des comédiens. Et ça, c'est son goût. Et puis après, il les met en présence. Et puis il voit comment cette harmonie se produit. Après, pour la scène, moi, parce que je connais un peu ses goûts, je sais que, en tout cas, la danse peut y entrer. Donc, j'ai proposé, quand il y avait cette chose ce petit texte amoureux, comme ça, que j'ai avec le personnage d'Étienne, de prendre presque ça à la lettre en faisant une parade amoureuse, où tout d'un coup, c'est comme feraient des oiseaux pour se rapprocher. Et je suis allée voir du côté des danses japonaises, de geisha, enfin, et puis j'ai pu inventer. Alors un autre réalisateur, j'aurais pas osé lui proposer ça. Là, j'ai pas eu peur. Je crois que ça a à voir avec ça. C'est dire que sur son plateau, on n'a pas peur de se tromper et d'essayer les choses. Ce qui à mon avis, c'est là grâce à une forme de confiance, à une bienveillance. Et quelque chose qui peut être assez français sur les plateaux de tournage, qui est dans la vie française, pour rentrer sur le tournage, c'est une chose, un petit peu de goguenardise ou de jugement qui pas du tout, qui est complètement absent des plateaux d'Erwan. C'est grâce à son équipe aussi, à son équipe technique, qui s'entoure de gens qui sont joyeux d'être là au travail et qui sont toujours prêts pour l'aventure d'une certaine manière. Donc on a envie aussi de les surprendre là-dedans. Je crois, en tout cas, que c'est lié à ça. Après, sur la question de la chorégraphie, moi c'est vrai que j'aime bien filmer parfois avec des gros plans, donc filmer les corps en pied, et le rythme du plan, il va venir du déplacement. Donc, on travaille aussi ces choses-là quand même. La scène au début, par exemple, quand ils prennent leur petit déjeuner, on avait répété et on avait cherché ces mouvements-là où l'un prend la place de l'autre, ils se lèvent en même temps, ils s'assiedent en même temps. Enfin, donc c'est quand même assez, oui, il y a quelque chose d'une cadence qui doit venir imprimer comme ça leur déplacement de l'un avec l'autre. Moi, je suis assez sensible à ça. Après, donc il y a cette scène de danse-là. On a travaillé aussi avec, c'était Nawel qui avait proposé ça, avec une chorégraphe, avec Maud et avec Céleste avant, pas spécialement pour inventer des danses, mais juste pour qu'ils travaillent ensemble le corps, leur corps ensemble. Et pour moi, c'était important aussi dans la familiarité du père et de la fille, que l'on sente cette familiarité-là, et que donc, corporellement, on sent qu'ils vont marcher un peu de la même manière, qu'ils vont être un peu, ils vont s'imiter un petit peu dans le corps. Et tout ça, c'est très important. Et puis le personnage de Valérie est joué par Mercedes Dassy, qui est une chorégraphe et danseuse belge, qui a cette grande scène de danse hallucinatoire dans l'hôpital. Et donc voilà, c'était au cœur de cette scène-là, c'était dès le début, je me suis dit, il faut que je trouve une danseuse pour ce rôle, parce que j'avais envie de cette scène-là, et c'est elle qui a chorégraphié, qui l'a fait. C'est important. C'est vrai, parce que Je disais film cerveau, film cœur, mais moi, c'est presque un film genou. On voit les genoux qui sautent, et puis il y a du football, enfin il y a quelque chose, et puis ça grimpe, enfin on sent bien qu'il y a des rouages comme ça qui sont exercés. Est-ce que vous avez une dernière question? Ce sera pour vous. Je vous remercie pour ce film, mais avec tout ce que vous avez dit, malgré le concret du sujet,
la réalisation des personnages, les mouvements, ça s'apparente plus à un conte romantique tout en étant concret. Enfin, pour moi, j'étais partie dans ce conte, j'étais vraiment partie dans ce mouvement-là. Oui, cette dimension de conte, elle est importante. D'ailleurs, le tout début du film, il y a une petite voix off comme ça qui vous dit, qui vous fait rentrer, qui dit au début Étienne a 20 ans, il ne se doute de rien, qui est dite par Mohamed, par Youssef, mais on ne sait pas, le spectateur ne connaît pas Youssef, il ne peut pas le reconnaître, mais cette dimension-là, une petite voix comme ça, de vous faire rentrer dans cette histoire par une petite voix off, hop, une phrase. Et donc c'est vrai qu'il y a cette dimension-là, et puis le merveilleux, quoi, qui est de cet ordre-là, du conte. Mais j'essaie toujours de garder aussi quelque chose de très concret dedans, quoi. Ça peut être une manière de voir, mais c'est aussi sur des choses solides, et que ça ne doit pas être vaporeux non plus, et que donc j'essaie cette dimension de conte, de merveilleux, que ça parle aussi de sujets très simples, très universels, et peut-être pas toujours très chevaleresques non plus, même si ça m'intéresserait aussi. Pour autre chose. Mille merci. Merci à vous. Erwan. Merci Mohamed. On vous continue notre festival. On aime beaucoup. Il y a des cinéastes qui ont un véritable univers. C'est pas tout le temps le cas, mais vous en avez vraiment un. Peut-être même plusieurs. En tout cas, le film sort le 20 décembre. On a parlé de contes, on a parlé un peu de comédie musicale. Je crois que c'est un film idéal pour les fêtes de fin d'année. Parlez-en autour de vous, auprès de vos amis, sur les réseaux sociaux, dans la famille, même aux gens que vous n'aimez pas. Vous leur dites, j'ai détesté ce film, il faut sans presser d'y aller. C'est important. Bonne soirée et bonne fin de festival. Merci.